Et salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ce soir, je vais recevoir Pascal Talarida pour sa chronique DeFi mensuelle en partenariat avec l'école Blockchain et IA Alira, dont je vous parlerai juste après. Au programme, on va parler risk management, comment identifier les risques avant d'investir, comment évaluer un protocole, une stratégie, une liquidité, une contrepartie ou un smart contract, et surtout comment éviter que la recherche de rendement fasse oublier l'essentiel, la maîtrise du risque. Donc on va ensemble essayer de comprendre quelles sont les méthodes qu'il utilise lui-même depuis des années pour ces stratégies d'investissement et de trading sur la finance décentralisée. Restez avec nous bien évidemment jusqu'au bout, puisque à 19h, j'aurai le plaisir de recevoir mon second invité. Ce sera Nicolas Mirkovic pour un échange sans filtre sur la géopolitique, la souveraineté et le déclin français. On parlera également de l'actualité chaude, notamment sur le conflit en Iran. On parlera bien sûr aussi du remplacement de Palantir par une solution française à la DGSI, et on parlera aussi du rôle des médias et des réseaux sociaux sur la guerre informationnelle. Et ensuite, on passera un bon moment pour parler de son ouvrage, Le déclin et renouveau. Et on parlera justement des causes, du constat et des solutions au déclin français. Est-ce qu'il est inévitable ou pas? Bref, un grand programme pour vous aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du partenaire de cette émission. Il s'agit de l'école Blockchain et IA Alira. Donc, c'est un organisme de formation qui vous permet de vous former à ces deux disciplines que sont la blockchain, donc tout ce qui est smart contract, tokenisation, cryptoactifs, etc. Et l'intelligence artificielle. Donc, ça comporte évidemment tout ce qui est agentique, automatisation, les LLM, la génération, etc. Alors, bien plus évidemment, je ne suis pas un expert. Ce que je peux vous dire, c'est que cette école, je la connais bien puisque j'ai moi-même fait ma formation de consultant au sein de cette école, et qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'y enseigner le marketing et la communication, et également d'être membre du jury lors des soutenances pour la partie consulting blockchain. Donc voilà, c'est une école que je connais très bien. Les formations qu'ils proposent sont certifiées, donc en fait, elles sont finançables par le CPF, la région, France Travail, etc. Et vous pouvez faire ces formations de façon adaptée à votre mode de vie, puisque c'est complètement en ligne. Ça s'adapte à votre emploi du temps. Vous avez des lives le soir que vous pouvez rattraper si vous n'êtes pas disponible. Vous avez des cours en asynchrone que vous pouvez consulter quand vous voulez. Et puis surtout, c'est une formation qui est aussi bien théorique que pratique, puisque avec vos camarades de formation, vous allez créer des groupes et vous allez travailler sur de véritables projets, quasiment même des projets de start-up que vous allez développer pendant plusieurs semaines au sein de l'école avec toute l'équipe pédagogique qui vous entoure. Et donc, pour le coup, derrière, vous serez évalué justement et certifié sur l'acquisition des compétences autour de ce projet que vous avez travaillé avec vos camarades. Donc voilà, cette formation-là, elle est d'une durée de 4 semaines à 9 mois. Donc, ça dépend vraiment du temps que vous souhaitez y consacrer. Donc, ce que je vous invite à faire, si l'intelligence artificielle ou la blockchain sont des disciplines qui vous intéressent et dans lesquelles vous souhaiteriez vous former, je vous invite à prendre rendez-vous en utilisant le lien que vous trouvez en description ou le QR code qui s'affiche à l'écran pour bénéficier de 100 € de remise. Et puis, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Ça nous aide énormément. Merci à tous et surtout à Alira pour son soutien depuis plusieurs années. Avant de recevoir Pascal, n'oubliez pas, c'est très très important, si vous regardez cette vidéo, de liker la vidéo, de la partager, de mettre un commentaire. Vous pouvez la partager à vos amis, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. C'est absolument essentiel si on veut pouvoir continuer à produire ce type de contenu et faire avancer nos idées, nos valeurs. Alors, elles sont simples, nos valeurs, elles sont basiques dans une démocratie libérale. C'est évidemment la liberté sous toutes ses formes, liberté d'entreprendre, liberté d'expression, la vie privée et toutes ces choses-là. Donc, je compte sur vous vraiment, ça compte beaucoup. Et si vous êtes prêts, les amis, on va maintenant passer à la chronique DeFi de Pascal Talarida. Salut Pascal, comment vas-tu? Salut Jérém, très bien et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Alors, on a un petit lag, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Ça devrait se régler normalement à mesure, puisque je crois que tu es sur Starlink en ce moment, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, tu as vu passer l'IPO là, de SpaceX. Est-ce que tu es in? Qu'est-ce que tu en penses?
Je voulais pas rentrer dans l'IPO, mais je voulais faire une stratégie qui était de shorter sur Hyperliquid et d'acheter. Et donc, ça faisait des mois que j'essayais de trouver le moyen d'acheter. J'ai eu des pistes, mais qui ont mené nulle part. Finalement, j'ai laissé tomber à regret. Mais ouais, l'idée que je voulais faire, c'était d'acheter du coup en pré-seed à un prix du coup en deçà de ce qui était sur Hyperliquid, tout en shortant, ce qui permettait du coup, entre guillemets, d'acheter et de vendre en même temps, donc de réaliser un profit. Et en plus de ça, tu étais payé 40% par an sur Hyperliquid. Malheureusement, comme je dis, j'ai pas pu trouver le moyen de le faire. Donc j'essaierai de le faire pour les prochaines IPO. Il y a Anthropic et OpenAI. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Et puis voilà. OK, bah, tu vois, à chaque fois qu'il y a un sujet, tu as déjà une stratégie en en delta neutral en tête. OK, excellent, excellent. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler du risk management. Bah, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle assez peu. Alors, c'est vrai que les fois où tu viens dans l'émission et tu nous développe quasiment des tutoriels pas à pas, hein, des solutions qui permettent de générer des rendements sur la finance décentralisée. Tu n'oublies jamais de parler de la notion de risque. Ça, c'est pour ça que c'est hyper important et d'ailleurs, on n'oubliera pas de le faire encore aujourd'hui plusieurs fois. Mais là, on va parler vraiment du risk management. Est-ce que d'abord, pour ceux qui connaissent pas le terme, est-ce que tu peux le définir vraiment très simplement? C'est quoi le risk management? Donc en français, gestion de son risque. L'idée, en fait, c'est d'analyser les stratégies, de leur donner une note de la plus risquée à la moins risquée, pour ensuite allouer des capitaux. Et donc, plus une stratégie est risquée et moins tu vas allouer de capitaux, moins une stratégie est risquée et plus tu vas allouer, bien sûr, de capitaux. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Que ce soit, si tu veux, on peut même parler de trading si ça intéresse les gens, mais que ce soit dans le trading, l'investissement, quelle que soit la chose, la plupart des gens s'intéressent à la technique, à comment rentrer, comment sortir, comment gérer ses stratégies, etc. Et peu s'intéressent à la gestion du risque parce que c'est chiant, parce que c'est rébarbatif. Et le problème, c'est que bah, quand tout se passe bien, c'est pas très important, la gestion des risques. On a l'impression que ça passe un peu en deuxième plan. Mais quand les choses vont mal, et ça arrive de temps en temps, bah, c'est là où on est sauvé par une bonne gestion des risques. Moi, il y a plein de personnes que je connais qui savent gérer des stratégies DeFi, qui en font, qui investissent dans des protocoles à droite à gauche, mais ils gèrent très très mal leurs risques. Et tant qu'ils passent entre les gouttes, ça va. Mais un jour, ils se prennent un hack ou un problème sur une stratégie, ils perdent une énorme partie, voire tout leur capital. Ils retournent à case zéro et voilà. Donc l'idée du risk management, c'est de prévenir du coup tout ça. Donc là, on parle de rigueur, on parle de discipline, on parle d'organisation. Là, vraiment, le but, c'est avant même de mettre le moindre euro, il faut déjà avoir son plan en tête, en fait. C'est ça. Et si tu veux, le risk management, on va pas se mentir, hein, c'est pas le sujet le plus glamour, mais grâce à l'IA, parce que je vais forcément en parler, bah, ça devient super glamour. Parce qu'en fait, si tu veux, le risk management, on peut le voir venir, on peut dire, oui, bah, AAV, c'est pas risqué, je vais mettre 20% de mon capital. Morpho, c'est peut-être un peu plus risqué, je vais mettre X% de mon capital. En fait, c'est une vision un peu simpliste, et effectivement, ça peut fonctionner, mais le problème, c'est que des fois, il faut aller un peu au-delà de juste la simplicité. Je peux donner un exemple tout bête. Lorsque tu veux prêter de l'argent sur Morpho, tu vas le prêter contre des collatéraux. Alors tu pourrais dire, Morpho, c'est pas trop risqué, ils ont 10 millions, 10 milliards de TVL, je prête des USDC, a priori, c'est pas trop risqué. Mais en fait, il y a plein de choses qu'il faut considérer. Déjà, on va les prêter contre quels collatéraux? Est-ce que ces collatéraux sont liquides ou pas liquides? Et en fait, il va falloir analyser chacun de ces collatéraux. On pourra en reparler un tout petit peu après sur une sorte de checklist de choses qu'on pourrait faire. Ensuite, quel est l'oracle qui est utilisé? Qui est-ce qui fournit la liquidité? Est-ce que celui qui fournit la liquidité veut pas un peu jouer contre moi, peut faire monter les taux, etc., etc. Si demain j'ai besoin de récupérer ma liquidité, est-ce qu'il y a assez de liquidité? En fait, il y a toutes ces choses à laquelle il faut penser. Et comme je te disais, avant l'IA, c'était super complexe. Moi, j'avais des feuilles Excel assez compliquées. Même moi, ça m'emmerdait de faire mes due diligence parce que ça prenait des fois plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais ce qu'il y a de bien avec l'IA, c'est que ben, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est comment discuter avec une IA ou avec des IA pour que vous créiez vos propres frameworks. Parce que je pense que ça va être très chiant si je vous dis, voilà la liste de tout ce que je vais regarder. Déjà, vous n'allez pas peut-être comprendre la moitié des choses parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes et si quelqu'un ne connaît pas la DeFi, il y a plein de choses qui ne seront pas comprises. Et de deux, parce que ben, c'est très compliqué de retenir toutes ces informations. Alors après, si ça intéresse ta communauté, je peux donner quelques documents que j'ai. J'ai des fichiers HTML, des trucs comme ça, avec la liste de tous les risques par protocole et en fonction de qui tu es.
en fonction de si tu es un emprunteur ou un prêteur, un fournisseur de liquidité, un trader, etc., etc. Mais je trouve que c'est plus intéressant si, au contraire, bah, je vais expliquer aujourd'hui comment, avec les IA, on peut discuter pour se créer une méthode d'analyse et ensuite, avec toujours les IA, automatiser le calcul des risques pour se dire, bah, tiens, cette stratégie, est-ce que c'est une note A, est-ce que c'est une note B, C, D, etc. Est-ce que je dois mettre 10% de mon capital, 20%, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Non, mais c'est trop bien. Alors d'ailleurs, j'invite aussi, ceux qui le souhaitent à retrouver, la dernière chronique que tu as faite dans l'émission. Et je vais mettre le lien en description. Parce que dans cette chronique, tu avais parlé de, voilà, en gros, comment tu mettais l'IA dans tes stratégies. Donc là, on ne parlait pas de risk management, mais vraiment comment, avec le vibe coding, etc., eh bien, tu avais. Et le titre de la vidéo, c'est J'ai jamais autant gagné d'argent depuis que je fais ça. Tu vois, donc pour le coup, C'est ça. ça a vraiment changé ta façon de trader, j'allais dire. Et donc, j'invite en complément en fait de cette chronique que tu nous fais aujourd'hui à aller voir. Je la mets là dans les commentaires et puis je la mettrai en description de la vidéo. Si vous souhaitez aller voir, je pense que limite, on pourrait mettre partie 1, partie 2, quoi. Bah, en fait, ouais, c'est la logique. J'ai même pas pensé, mais oui, en fait, c'est la logique, enfin, la suite logique à cette vidéo. Ouais. En vrai, on aurait même dû commencer par celle-ci, celle d'aujourd'hui, en fait. Non, parce que en fait, il y a des. Tu vois, tout ce que j'expliquais dans la première vidéo, donc on avait parlé d'Obsidian. Alors, je peux faire un petit rappel parce que dans tous les cas, j'en reparlerai aujourd'hui. Ouais. Obsidian, donc tout le monde connaît Wikipédia. Donc l'idée d'Obsidian avec Claude, c'est de demander à Claude de structurer sous forme de wiki. Donc, c'est donc l'équivalent des pages Wikipédia. En fait, un wiki, c'est une page qui est architecturée, enfin structurée d'une manière intelligible et facile à lire. Et en fait, l'idée, c'est de structurer du coup toutes ces connaissances dans un wiki, dans son propre wiki, qui va donc dans un Obsidian. Un Obsidian, c'est juste un endroit où on peut mettre des informations. Et donc, dans la première vidéo qu'on avait faite ensemble, j'avais expliqué un peu comment moi j'utilisais. Et donc là, dans la gestion du risque, en fait, j'utilise également l'Obsidian. Donc, si tu veux, j'en parlerai un tout petit peu après de l'Obsidian. Et puis je peux déjà expliquer comment mettre en place un framework d'analyse de risque avec les IA. Donc, la première chose qu'il faut comprendre quand on parle de risk management pour des stratégies DeFi, c'est qu'il faut toujours voir trois dimensions. Le risque de l'actif que l'on utilise, parce que c'est pas tout le temps de l'USDC que l'on va utiliser. On peut des fois utiliser un autre stablecoin ou un autre actif, donc il va falloir s'intéresser au risque de cet actif. Ensuite, il y a le risque du protocole ou des protocoles que l'on va utiliser pour les stratégies. Et bien évidemment, ensuite, il y a le risque de la stratégie elle-même. Le risque de la stratégie, en fait, c'est le risque d'exécution. Et puis, si par exemple je fais un emprunt, bah, il y a un risque de liquidation. Donc, c'est ça le risque de la stratégie. Donc, il y a ces trois dimensions-là. Et quand on va parler avec donc les différentes IA, il faut que l'on explique à l'IA, voilà, je veux créer un modèle d'analyse en utilisant ces trois dimensions, donc le risque de l'actif, le risque du ou des protocoles que je vais utiliser, et le risque du coup de la stratégie. Et ensuite, lorsque je parle du risque d'un actif, plein de personnes pourraient s'imaginer que, bon, alors le risque je sais pas, d'un actif, ça va être, est-ce que le code est audité? Est-ce que c'est pas trop centralisé? Sous-entendu, est-ce que l'équipe derrière le projet peut pas faire des conneries, genre imprimer tout d'un coup des tokens sans aucun collatéraux ou bloquer les tokens de quelqu'un, etc. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a la question déjà de l'accessibilité. Un exemple tout bête, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il y a un hack qui a, à mon sens, changé la donne dans la manière dont on gère les risques. C'était le hack de Resolve. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est Resolve, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le hack. En fait, il y a donc un stablecoin qui a été imprimé sans collatéraux et qui a été vendu sur les marchés. Du coup, tout d'un coup, le stablecoin s'est retrouvé avec non pas 100% de collatéral, mais par exemple plus que 80% parce qu'il y avait un surplus. Et là où ça a été intéressant, c'est que Resolve, donc l'équipe, enfin le projet derrière ce stablecoin, a décidé de rembourser ses utilisateurs. Et c'est là où c'est intéressant. L'utilisateur, pour Resolve, ce n'est pas la personne qui a acheté un stablecoin sur un exchange décentralisé, ni sur un exchange centralisé d'ailleurs. Un utilisateur pour Resolve, c'est quelqu'un qui a passé un contrôle d'identité auprès de Resolve et qui a acheté le stablecoin auprès de Resolve. Et donc pour Resolve, et j'imagine du coup, donc ça va faire jurisprudence pour moi, mais
Du coup, pour tous les autres protocoles et émetteurs de stablecoin, ils dissocient leurs utilisateurs, ceux qui ont passé un KYC, de ceux qui n'ont pas passé de KYC. Ce qui signifie que lorsque l'on analyse le risque d'un stablecoin, il faut toujours maintenant garder en tête, est-ce que je l'ai acheté sur un DEX et du coup, je suis moins protégé que quelqu'un qui l'a acheté directement auprès de l'émetteur parce que celui-ci est considéré comme un utilisateur. Donc, tu vois, déjà, tu as cette notion de risque-là qu'il faut imaginer. Donc, c'est l'accès, c'est est-ce que je l'achète directement sur les DEX ou directement auprès de l'émetteur. En termes d'accessibilité, il y a également aussi la liquidité. Parce que c'est bien beau de vouloir faire 20% de rendement avec un stablecoin, mais si j'ai du mal à l'acheter, ou pire, je peux l'acheter facilement, genre je peux mettre 10 000 dollars, 20 000 dollars, mais que la sortie est compliquée, ben là, on peut se faire avoir. Et ça, c'est l'erreur classique, la plus répandue, je pense, dans la DeFi. C'est on voit une opportunité sur Pendle, ça paye 10, 15, 20, 30%, ou peu importe le protocole. On se dit que c'est pas trop risqué, Pendle, etc., etc. On rentre dedans et puis on se fait avoir en sortie. J'ai un exemple très précis. Il y a un protocole qui s'appelle RE.XYZ. Alors, eux, ils font de la réassurance. Alors, la réassurance, ce sont les assurances d'assurance. Donc, en gros, un assureur assure ton risque. Des fois, il pense que tu es trop risqué et du coup, il va entre guillemets s'assurer contre le risque qu'il assure. C'est ce qu'on appelle de la réassurance. Et donc, il y a un protocole qui a tokenisé son fonds de réassurance. Donc, concrètement, lorsque l'on achète le token REUSD, on a l'impression que c'est un stablecoin, mais en fait, non. Hein, c'est un protocole, enfin, c'est un fonds de réassurance qui est tokenisé. Et c'est très facile de rentrer. On peut acheter sur les exchanges décentralisés, ou alors si on passe son KYC, on peut directement l'acheter auprès de l'émetteur. Et donc on est content, on fait son rendement, etc. Vient le jour où on veut sortir de la stratégie. Et c'est là le problème. En fait, il aurait fallu lire les petites lignes, ou en tout cas, il aurait fallu analyser non pas uniquement la route pour rentrer, mais aussi la route pour sortir. Et pour le REUSD, on se rend compte que pour sortir, eh ben, on ne peut pas sortir. En fait, la seule manière de sortir, c'est en SUSDE. Et le SUSDE, c'est du coup l'USDE de Ethena qui est donc stacké. Et le problème, c'est que le SUSDE, pour le récupérer, il faut donc récupérer de l'USDE, il va falloir attendre 3 à 7 jours. Ce qui signifie que je ne peux pas sortir immédiatement de ma stratégie. Je vais d'abord récupérer du SUSDE et ensuite je vais devoir attendre plusieurs jours pour récupérer des USDE. Et ensuite, les USDE, je vais pouvoir les échanger contre de l'USDC. Et tout ça, ça fait des frais, ça fait du price impact, ça fait du slippage. Et tout ça, ça grignote du rendement. Donc, quand on discute avec l'IA, quand on va lui poser la question, OK, il faut que tu m'aides à identifier les risques d'accessibilité ou de liquidité, il faut qu'on s'intéresse à la fois à ce qu'on a la donc, c'est soit les achats sur les marchés secondaires, donc sur les exchanges centralisés, décentralisés. Donc là, il faut analyser la liquidité pour voir si je n'ai pas acheté avec un mauvais prix. Ou alors regarder les routes primaires, les marchés primaires, c'est-à-dire passant souvent un KYC auprès de l'émetteur. Alors, qui dit KYC, dit qu'il y a un risque de ce que ces données soient leakées. Donc, pour ceux qui passeraient ces KYC, ça fait aussi partie de la gestion des risques. Il faudrait utiliser une adresse qui ne soit pas connectée à ces adresses principales, enfin actuelles. Donc, il faudrait créer une toute nouvelle adresse, toute nouvelle, avec aucun lien. Comme ça, si jamais demain, la base de données de ce KYC provider est hackée, ils pourront effectivement faire le lien. Ah oui, Jérémy à cette adresse-là. Mais bon, sur cette adresse-là, il n'y aurait que ces fonds-là. Il n'y aurait aucune autre connexion avec tes autres adresses. Donc, ce serait très compliqué. Et donc, euh, c'est que aussi, il y a des minimums à déposer. Par exemple, je crois que sur REUSD, il n'y avait pas de minimum, mais par exemple, il y a d'autres protocoles où c'est 10 000, 50 000, des fois c'est 100 000, voire 500 000. Donc, bien évidemment, c'est pas malheureusement pour tout le monde, mais c'est à analyser. Et regardez bien sûr la route de sortie. Comme j'ai dit là sur REUSD, c'est du SUSDE, donc on peut se faire un peu avoir. Donc, tu vois, c'est tout ça en fait qu'il faut analyser. C'est pas juste le risque du code, c'est pas juste le risque de l'équipe, c'est également le risque de la liquidité, etc., etc. Et Et alors, quand tu petite question, Pascal, c'est, est-ce que, ces informations, lorsque l'IA te les fournit, est-ce qu'elle est vraiment à jour? Est-ce qu'elle est vraiment fiable? Parce que, tu vois, aujourd'hui, moi, j'utilise l'IA, tu sais, comme tout le monde, hein, pas plus voilà, je te fais une demande, sauf que systématiquement, je vais vérifier. Parce que, alors non, je veux parler d'hallucination ou quoi que ce soit, mais des fois, les données sont pas à jour, des fois, les données, elles sont discordantes et tout. Sauf que bon, moi, quand je fais une demande à l'IA, il n'y a pas mon argent en jeu, tu vois. Donc ça va. Au pire, il y a une erreur. Bon, je me suis trompé, je supprime mon tweet, tu vois. Ou voilà. Là, quand il y a de l'argent en jeu, on peut pas prendre le risque de se tromper. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu as une méthode pour vérifier l'information qui t'est apportée
par, le LLM que tu utilises et d'ailleurs lequel est-ce d'ailleurs? Alors, moi, j'en utilise, 2 et je me laisse tenter par la Chine, là, avec, leur nouveau c'était quoi le nom? GPL, non? Je me rappelle plus le nom, je l'ai vu hier, que j'ai envie de tester. Donc sinon, j'utilise, Claude aujourd'hui et donc GPT. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les utiliser en combo. C'est-à-dire que GPT peut, produire un résultat, ensuite tu le donnes à Claude et tu dis: «Qu'est-ce que tu en penses?» Et en fait, tu peux les faire un peu discuter. Alors, soit soit, il y a un logiciel qui s'appelle, Council, donc conseil, LLM, que j'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il existe, où on peut du coup plugger différents modèles pour qu'ils discutent entre eux. Moi, ce que je me suis fait, parce que, bah, j'avais vraiment envie de vibe coder, je me suis vibe codé ma petite application, où du coup Claude et GPT et je recommande d'ailleurs à tout le monde de le faire, hein, parce que encore une fois le vibe coding, enfin il faut s'y mettre à un moment donné, donc pourquoi pas se faire un petit projet de On discussion rappelle, vibe coding, c'est le fait de, développer, d'écrire du code sans avoir la moindre compétence, mais grâce à l'IA, en fait, en promptant, c'est ça. ça te permet d'avoir du soft, quoi. C'est ça. Après, une chose qu'il faut bien comprendre et qui peut être, pas décourageante, mais pour remettre un peu les pieds sur terre, quelqu'un qui a aucune expérience et qui utilise l'IA, il aura des résultats catastrophiques versus quelqu'un qui a de l'expérience. C'est-à-dire que l'IA, c'est juste un outil, hein, c'est pas quelque chose qui peut vraiment tout faire à votre place. Bien évidemment, de plus en plus, c'est possible. Mais moi, ce que j'ai pu remarquer, donc comme tu sais, donc j'enseigne à l'IRA et pour cette toute nouvelle, fournée d'élèves, j'ai incorporé du coup l'IA et bah, je vois clairement la différence entre, bah, eux et moi. Quand ils utilisent l'IA, je leur donne des travaux à faire à la maison parce qu'ils ont pas encore l'expérience et donc si tu veux, moi, la chance que j'ai, c'est que lorsque je vois que l'IA produit un résultat faux, bah, je sais que c'est faux. Donc je dis: «Attends, attends, là, il va falloir qu'on fasse une recherche, tu es sûr de ça?» et cetera. Quelqu'un qui a aucune connaissance en DeFi, dans les protocoles et cetera, beh, malheureusement, il va boire les paroles de l'IA et donc ça va être un peu compliqué pour lui de comment ça s'appelle? De vérifier la vérité. Donc c'est pour ça que l'idée d'avoir deux, trois modèles qui peuvent dire: «Attention, ça c'est faux, ça c'est vrai» et cetera, c'est pas mal et pour la mise à jour, en fait, moi, bah, assez régulièrement, donc donc l'Obsidian, encore une fois, c'est mon Wikipédia personnel. En fait, assez régulièrement, je demande à Claude de dire: «Écoute, est-ce que tu peux mettre à jour les datas? Est-ce que tu peux mettre à jour les informations?» Donc regarde les informations sur mon wiki, regarde s'il n'y a pas des nouveautés, des mises à jour sur la documentation des protocoles et puis s'il y en a, bah, montre-les-moi et cetera. Quelque chose que j'ai mis en place depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est que maintenant je demande à Claude ou à ChatGPT, peu importe le langage, au lieu de me produire un texte, donc au lieu de me donner la réponse dans les chatbots qui est assez chiant à lire en fait. Tu sais, c'est surtout ChatGPT qui est avec moi très bavard, c'est souvent, des tonnes de textes. Maintenant, je leur demande de formater leurs réponses dans une page HTML et donc en fait, ils me créent des mini sites et c'est super pratique. Si tu veux, je peux t'en montrer un après. Du coup, c'est le mini là, je discute en ce moment, Attends, parce que ça la voix, elle coupe parfois, donc tu dis quoi? C'est le mini quoi? un mini site internet. Ouais. En fait, je demande à GPT ou à Claude, que si il fait un travail, au lieu de me donner un fichier Word ou Ah non, ça c'est bon, j'ai compris, il te fait un mini site, mais après non, ouais. ça c'était bon, c'était après. Et après, je peux te par si tu veux, je peux te partager l'écran Ouais, maintenant comme vas-y, ça, partage, parce que c'est hyper intéressant ça, c'est alors vrai. attends, allow share window, donc je crois que c'est bon. Donc, alors attends, donc est-ce que là, tu vois l'onglet DeFi risque générique V22? Ouais, c'est bon. Donc là, tu vois, je suis en train en ce moment, d'aider les élèves d'Alira à créer du coup leur propre framework et cetera et du coup, je suis en pleine discussion avec, ChatGPT et avec Claude pour restructurer, tout mon framework soit encore plus poussé et au lieu d'avoir, encore une fois, les résultats dans un chat, je lui ai dit: «Crée-moi une page HTML». Tu vois? Il a juste fait ça en quelques secondes. Donc par exemple, si je clique sur, Synthetic Stablecoin, là, il va me lister tous les risques qu'on a identifiés avec ChatGPT. Moi, je préfère ChatGPT pour les discussions. Donc ça, c'est tous les risques que l'on a identifiés et si tu veux, je trouve que c'est beaucoup plus lisible pour, un être humain de naviguer sur un site internet plutôt que s'il m'avait produit un PDF super long ou une réponse sur un chat. Et donc ça, je recommande aujourd'hui à tout le monde, faites le test chez vous. La prochaine fois que vous travaillerez avec votre IA et qu'elle doit produire un résumé, un résultat, un texte, peu importe, demandez-lui de le structurer sous forme de HTML
et vous allez voir que bah, c'est beaucoup plus facile pour moi ensuite à lire. Et donc là, tu vois, c'est un exemple là sur ce sur quoi. Ouais, donc là, en ce moment, je suis en train de travailler sur quoi? Donc, d'identifier les risques pour chaque catégorie de protocole. Donc, par exemple, ici, tu as ce que j'appelle les risques génériques. Le risque générique, c'est-à-dire tous les money markets ont les mêmes risques. Mais ensuite, tu as les risques des sous-catégories. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul money market. Par exemple, AAV et Morpho appartiennent à la catégorie money market. Donc, ce sont tous les deux des endroits dans lesquels on peut prêter et emprunter. Mais leur design est différent. AAV, ils font ce qu'on appelle de la shared liquidity pools, alors que Morpho, ce sont des isolated markets. Et puis tu as Silo, eux, ils font des isolated pools. Et en fait, si tu veux, en fonction du design de la sous-catégorie, il va y avoir des risques différents. C'est pour ça que je différencie les risques génériques des risques spécifiques aux sous-catégories. Et puis ensuite, tu as même les risques spécifiques au protocole, puisque le design de AAV est particulier, le design de Morpho est particulier. Donc, tu as aussi des risques qui sont uniquement inhérents à ces protocoles-là. Et donc, je suis en train de discuter en ce moment avec ChatGPT sur l'élaboration de cette liste des risques génériques, des risques des sous-catégories et des risques spécifiques à chaque protocole, en tout cas des protocoles qui m'intéressent. Et donc, Moi, on va j'avais une identifier. question, pardon, j'avais une question sur, l'état de l'art de la connaissance de l'IA, enfin des modèles, de LLM génératifs dont tu te sers. Est-ce que tu es obligé de leur expliquer des trucs? Est-ce que tu es obligé, là, aujourd'hui, en juin 2026, tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin quand même des fois de préciser ou de leur envoyer des liens, ou est-ce que de Ouais. eux-mêmes aujourd'hui, ils sont, voilà, ils sont au top vraiment sur, les protocoles et cetera? Ça m'intéresse vraiment. Au doigt mouillé, je dirais ils ont raison en 80% des cas. Mais OK. souvent, tu vois, là, c'est quelque chose d'un peu poussé, tu vois, de dissocier risque générique et risque de sous-catégorie. Et souvent, bon, là, j'utilise ChatGPT. ChatGPT va mélanger des sous-catégories. Et je lui dis, non, ça, ce risque-là, il est spécifique à cette sous-catégorie. Enfin, limite, j'ai envie de dire, mais réfléchis un peu, tu dis de la merde. Donc, 80%, ils sont bons, mais dans 20%, il faut quand même un œil Ouais. averti. C'est pour ça que, tu as compris pourquoi je te pose la question. Tu Ouais, l'as dit tout ouais. à l'heure évidemment, vraiment à ceux qui nous écoutent, si de base vous avez aucune expérience en DeFi, ou même que vous avez pas fait la formation chez Alira, de finances décentralisées, d'ailleurs n'hésitez pas à prendre rendez-vous grâce au QR code qui s'affiche à l'écran. Non mais blague à part, je veux dire si vous avez pas de connaissances et que vous ne vous fondez surtout pas sur ce que va vous dire, ChatGPT ou Claude et cetera, parce que voilà, quand tu dis 80, ça veut dire qu'il y a 20% minimum de données qui vont être soit pas à jour, soit pas bonnes du tout, en fait, et qui vont vous faire littéralement perdre de l'argent. Donc voilà, donc faites Alors, quand même super gaffe, quoi. peut-être pas perdre, mais après, c'est parce que moi, je suis très perfectionniste. Donc, si tu veux, pour quelqu'un qui a mon niveau de perfectionnisme, à la limite de l'autisme, je juge 80% de bonnes réponses. Maintenant, je pense que pour quelqu'un qui fait de la DeFi normale, je pense que franchement, aujourd'hui, les IA sont au point pour quelqu'un qui veut pas autant pousser le bébé que ce que moi je fais. Mais pour quelqu'un Bon, qui veut vraiment. voilà, je préfère quand même dire, je préfère Ouais, regarder un seuil de warning, de prévenance supérieur, si je préfère, et inviter les gens vraiment à se former avant de mettre le moindre euro sur la moindre stratégie. Par contre, après, évidemment, utiliser l'IA comme un outil, c'est important. Mais c'est même Pascal, que c'est un crack de crack de crack, il a sans doute alimenté son LLM comme vous le ferez jamais. Même avec ça, il a quand même 80, 20% où il doit redemander ou repréciser ou même apporter de la data. Donc imaginez-vous les gars, si vous n'avez pas alimenté et gavé votre IA de données brutes, et ben imaginez ce que ça peut être pour vous, quoi. C'était plutôt ça évidemment que je voulais dire. alors après, vu que là tu parles des données, donc effectivement, donc moi, qu'est-ce que je donne comme données à mes IA? Donc déjà, j'ai donné mes cours. Donc j'ai donné les transcripts de mes cours, j'ai donné mes cours en PDF, et toutes les vidéos que j'ai faites, y compris les vidéos que j'ai faites avec toi, ben pareil, je les ai téléchargées depuis YouTube, j'ai pris le transcript et j'ai donné le transcript à Obsidian, donc le brut, et ensuite j'ai demandé à Claude de ces transcripts. Ensuite, quelque chose que vous pouvez déjà faire aujourd'hui et qui peut être très important, notamment dans la gestion du risque, c'est qu'en fait, il y a des patterns. C'est-à-dire que c'est très rare qu'il y ait un hack
qui soit avec une manière dont le hack s'est produit absolument nouvelle. C'est souvent du bis repetita, si tu veux. Et il y a des sites, notamment rekt.news, où il y a également le dashboard DeFi Lama dans la catégorie hack, qui en fait ont répertorié tous les hacks qui ont eu lieu depuis le début de la DeFi. Et non seulement ils les ont répertoriés, mais ils ont surtout répertorié les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien a été perdu, etc. Et donc moi, j'ai demandé à Claude de lire rect.news, de lire donc la rubrique hack. Alors j'ai pris l'API de Diffalama, donc de récupérer toutes ces informations et ensuite d'identifier des patterns. Et du coup, sur chaque money market, sur chaque actif, sur chaque stratégie, j'ai demandé à Claude, tiens, est-ce que tu peux regarder dans ta base de données des hacks, quel hack pourrait s'appliquer, enfin quel risque pourrait s'appliquer, quel pattern pourrait s'appliquer à AV, à Morpho, etc. Et donc ça aussi, ça te permet également d'être vigilant en disant, ah bah tiens, c'est pour ça que très souvent, je conseille aux gens de ne jamais utiliser de money market en dehors de AAV et de Morpho. Parce que historiquement, tous les forks de AAV, V2, V3, tous les forks de Compound, bon, quand je dis tout, j'exagère, mais beaucoup de forks de AAV, beaucoup de forks de Compound, en fait, beaucoup de forks tout court, et d'autres money markets se font souvent rect. Et du coup, tu vois, ça fait longtemps que j'ai déjà internalisé cette idée de ne jamais aller en dehors de AV et maintenant du coup de Morpho. La seule exception que je fais, c'est l'heure, malgré qu'il se soit fait hacker il y a un an, enfin il y a 2 3 ans. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand un protocole se fait hacker, que c'est un protocole qui a de l'argent, une grosse équipe et que c'est un gros protocole, en général, ils vont tripler d'efforts pour la sécurité. Donc ça peut être un peu contre-intuitif, mais finalement, un protocole qui a un problème est souvent moins risqué qu'un protocole qui n'a jamais eu de problème. Tu sais, c'est un peu comme les traders. Des fois, tu as des traders que tu peux voir sur Internet, peu importe que ce soit vrai ou pas, qui ont des succès pendant plusieurs mois. En fait, au final, un bon trader, c'est pas quelqu'un qui fait que gagner. C'est quelqu'un qui gagne après avoir perdu parce que tu sais pas le cerveau humain, comment il réagirait après une série de pertes, un truc comme ça. Donc là, c'est un peu pareil. Un protocole qui s'est jamais fait hacker, c'est effectivement parce que son code peut-être est très bon, mais aussi bah, peut-être que l'équipe redoublerait davantage d'efforts s'il y avait eu un Mmh. avec s'est fait complètement casser en trois. Bon, et je peux te dire que les équipes derrière VV3, donc enfin qui ont fait AVV4, ils redoublent 10 fois 1000 Ouais. plus, enfin 10 fois AVV4 n'est pas tous les problèmes Ouais, puis tu d'AVV3. sais, ça dépend aussi, peut-être à la manière dont tu fais le prompt. Parce que, tu vois, j'imagine un gars qui connaît rien. Il demande à l'IA: «Vas-y, recommande-moi un money maker qui s'est jamais fait hacker». Il te dit pas plus. Le gars, il va peut-être lui mettre un money maker qui vient juste de sortir, sur lequel il y a que dalle, mais il a jamais été hacké. Non. Donc effectivement, ouais, il faut faire attention quand même. Donc, pour revenir du coup au protocole, donc il y a le risque actif dont je t'ai parlé. Donc en fait, l'idée, c'est d'ouvrir ChatGPT et Claude et de dire à ChatGPT, voilà ce qu'on va faire ensemble. On a un gros travail à faire, hein, c'est pas juste un prompt et puis en une après-midi, on a tout, hein, ça peut être des jours, voire des semaines de travail. Et donc l'idée, c'est que vous lui disiez, voilà, je veux que l'on crée une méthode d'analyse de risque pour pouvoir donner des notes de A à F à différentes stratégies, à différents actifs, à différents protocoles. Et après, il faut aussi se poser la question de l'intérêt de faire ça, hein. Je mets juste une parenthèse. Si vous n'avez pas le temps, si vous avez un travail à côté, et si votre utilisation de la DeFi se limite à prêter de l'argent sur AAV, voire sur Morpho, c'est pas vraiment important d'avoir un framework extrêmement complet. Parce que vous, la seule chose qu'il faudra du coup regarder, c'est l'état de la liquidité sur AAV, l'état de la liquidité sur Morpho et les collatéraux qui sont acceptés contre enfin, l'argent que vous prêtez. Donc, si tu veux quelqu'un qui fait de la DeFi entre guillemets un peu à côté, c'est pas très important. Ce live, en fait, c'est plutôt pour ceux qui veulent en faire un métier ou ceux qui veulent vraiment gérer le plus de stratégies possible, des stratégies un peu plus risquées ou un peu plus compliquées. Parce que bah, du coup, la DeFi, il y a quelques années, tu vois, on aurait fait ce live en 2020. Franchement, ça aurait été facile. Je t'aurais dit, bah, écoute, tu déposes sur Convex, et puis voilà, t'es riche, hein, t'es à 500% par an, on n'en parle plus. Aujourd'hui, la DeFi, c'est énormément complexifié. Il y a plein d'actifs tokenisés, donc il faut comprendre les collatéraux. Il y a plein de différents protocoles, des différentes mécaniques, etc.
Et donc, ça devient plus complexe en fait de naviguer. Et là, on est vraiment dans un vrai système financier. Et donc, c'est important pour ceux qui veulent vraiment faire les choses sérieusement d'avoir ça. Mais pour tous ceux qui veulent juste déposer sur AV, c'est pas forcément quelque chose qui est important. Donc, on en revient à cette discussion avec ChatGPT. Donc, tu lui dis en gros, voilà, je veux me créer un framework, donner des notes de A à F aux protocoles, aux actifs, aux stratégies. Et mon objectif, en fait, ça va être d'allouer mon capital parce que je voudrais déposer des fonds sur Morpho, sur AV, différentes stratégies en mettant le moins possible sur les stratégies les plus risquées et le plus possible sur les stratégies les moins risquées. Et alors là, il faut aussi comprendre une chose qui peut être contre-intuitif. Il vaut mieux avoir 20 stratégies très risquées plutôt que 19 stratégies pas risquées et une stratégie risquée. Alors en fait, c'est tout simplement la loi des grands nombres. Si tu prends 19 stratégies pas risquées et une stratégie très risquée, tu as fait le choix de choisir ces stratégies très risquées parmi une centaine de stratégies très risquées. Donc tu as en gros une chance sur 100 pour que cette stratégie fonctionne ou ne fonctionne pas. Si par contre tu prends 20 stratégies risquées et que tu vas du coup par exemple allouer 5% de ton capital sur chacune de ces 20 stratégies, de ces 20 positions, bah, au final, sur ces 20 stratégies risquées, c'est pas parce qu'une stratégie est risquée qu'elle va forcément aller à zéro ou que ça va forcément mal se finir. Ça veut juste dire qu'il y a plus de chances que cette stratégie se passe mal, que ce protocole est un problème, que ce soit un problème de liquidité ou un problème de code, etc., que d'autres protocoles. Mais ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, que ça se cassera la gueule. Donc l'idée, c'est que c'est moins risqué d'avoir 20 stratégies très risquées, donc ça répartit en fait le risque sur 20 différentes positions, plutôt qu'une seule stratégie très risquée, où en fait, c'est un peu au petit bonheur à la chance, quoi. Est-ce que c'est une bonne est-ce que c'est une stratégie qui marchera ou pas, marchera pas. Donc moi, personnellement, ce que je préfère faire pour mes propres fonds, c'est plusieurs stratégies très risquées, et en mettant du coup un petit peu, 5% sur chacune de ces lignes. Par contre, si je dois conseiller quelqu'un pour une approche un peu plus conservatrice, là, du coup, on éviterait ces stratégies très risquées. Et ça sert à rien d'avoir juste deux, trois stratégies très risquées et de juste mettre 3-4% de son capital. Parce que les 3% de son capital sur une stratégie risquée, peut-être que la stratégie va rapporter 20% par an, mais sur 3% du capital, sur tout le capital, en fait, ça va pas faire grand-chose. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ça sert aussi à ça, si tu veux, de donner des notes à différentes stratégies, de dire, bah voilà, c'est soit je fais que des stratégies très risquées, ou en tout cas, la majorité de mes stratégies sont très risquées, et du coup, il faut que je les identifie, et encore une fois, pas plus de 5% de ce capital, soit j'ai pas envie de faire ça, et du coup, je vais aller que sur du medium risque ou le plus low risque possible. Donc, on dit à ChatGPT, voilà, je veux que tu m'aides à créer ce framework pour donner des notes de A à F, parce que je veux identifier des stratégies très risquées, moyennement risquées, peu risquées pour faire mon allocation. Et ensuite, on dit à ChatGPT à créer ce framework. Donc, trois dimensions. Donc, la dimension active, donc il faut identifier tous les actifs utilisés dans cette stratégie, que ce soit les actifs que l'on voit ou les actifs que l'on ne voit pas. L'exemple du REUSD que je t'ai donné tout à l'heure. Quand on analyse le risque du REUSD, il y a déjà le risque du REUSD, le token en lui-même. C'est un token qui peut être émis par une équipe. Et donc, si demain, cette équipe perd sa clé privée ou que la clé privée est volée par les Nord-Coréens, eh ben, il y a le risque que le hacker va minter des REUSD, les vendre sur les marchés. Donc il y a ce premier risque-là, le risque du coup de mint. Deuxième risque, c'est le risque que, bah, comme c'est un KYC, si j'achète auprès d'eux, peut-être que entre-temps, ils pourraient me blacklister et j'aurais pas le droit du coup de ressortir via eux parce que entre-temps, peut-être que je me serais fait blacklister pour. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est le SUSDE. Donc ça veut dire que quand je rentre dans le RUSD, il y a deux risques. Il y a le risque du collatéral du RUSD, donc de la réassurance, mais il y a aussi le risque de Ethena, le SEUSD, avec un risque de liquidité, puisque je reçois du SEUSD qui est donc pas immédiatement liquide. Je peux le vendre avec une petite perte, ou alors je dois attendre 3-4 jours pour récupérer mes USDE. Et puis ensuite, j'ai le risque de liquidité de l'USDE. Donc il faut expliquer ça à ChatGPT en disant, ne te contente pas juste de regarder un seul actif, on va analyser les codes, regarder Twitter, la documentation pour identifier tous les actifs qui sont liés à celui-ci pour pouvoir donner la note. Et toujours penser également et dire à ChatGPT, la note à donner à un actif, c'est pas la moyenne de tous les actifs qu'il compose. Imaginons que tu as un actif où il y a 5 actifs super bons et un actif pourri. La note de l'actif B
super bon et un pourri. Mais en fait, s'il y en a un pourri, alors l'actif est pourri. Donc il faut dire aussi à ChatGPT, la note du composant le plus risqué, ça donne la note globale de cet actif, la stratégie. En tout cas, moi, c'est ma vision, ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Donc on demande ça à ChatGPT. Ensuite, on va lui demander de regarder donc, la liquidité sur le marché primaire, la liquidité sur le marché secondaire, les droits de gouvernance, donc qui peut émettre ou redeem ce stablecoin, est-ce qu'il y a un multisig, est-ce qu'il n'y a pas de multisig, etc. Et ensuite, on fait la même chose pour les protocoles. On dit, voilà, maintenant, sur cette stratégie, je vais utiliser deux protocoles. Est-ce que tu peux analyser ces protocoles? Donc, si ce sont des money market, il faut s'intéresser aux collatéraux, aux oracles, au code. Est-ce que le money market est très liquide ou pas? Sous-entendu, est-ce que je peux retirer facilement? Est-ce que le money market est battle tested, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a depuis des mois, voire des années, avec des millions, voire des milliards de déposés? Sous-entendu, il est moins risqué qu'un tout nouveau protocole qui vient de sortir. Bref, donc on va demander à ChatGPT de créer différents niveaux de risque quand on analyse un protocole, donc le code, le design, le fait qu'il soit battle tested, etc. Et on fait la même chose du coup pour les stratégies. Et donc, on discute avec ChatGPT. ChatGPT va nous proposer un premier feedback. Donc, comme je le dis, je vous recommande de vous donner le feedback sous forme de HTML. Vous le lisez au calme. Vous voyez s'il y a des choses que vous voulez rajouter ou pas. Alors, moi, d'expérience, ChatGPT et l'IA est très mauvaise quand elle produit quelque chose et que tu lui donnes un feedback. Donc, concrètement, moi, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, euh, ChatGPT me produit un premier HTML. J'en suis pas content et je lui dis, écoute, ça, faut le changer, ça, faut le changer, ça, faut le changer. Putain, j'ai fait ça 10 fois. Donc, c'est-à-dire que j'ai perdu 1 heure de ma vie. Je sais pas combien de tokens. Donc, à la fin, je lui dis, écoute, tu sais quoi? Tu vas me créer un fichier Word avec tout ça. Et en fait, je vais modifier moi à la mano ce fichier Word ça ira plus vite. Et en fait, on a fait ça, on a été plus vite. Donc, encore une fois, ça répond un peu à ta question tout à l'heure de la limite des fois des IA. C'est vrai que des fois, pour une tâche itérative, quand il y a trop de feedback, l'IA, à un bout d'un moment, elle, je sais pas, elle perd le fil, elle se perd, ou alors elle commence à te modifier les trucs qu'il fallait pas modifier. Donc, en général, ce que je fais maintenant, c'est un feedback, ça me fournit un HTML. Ensuite, je donne un deuxième feedback. Si je vois que je suis pas trop content de la correction, alors je dis OK, fais-moi un PowerPoint ou un fichier Word et je vais le modifier moi à la mano et comme ça ira plus vite. Des fois, on a l'impression qu'on gagne du temps avec les IA, mais je peux te garantir que des fois, j'aurais été beaucoup plus rapide en utilisant Word. Donc, c'est le draft et après, une fois que j'ai changé le Word, je redonne le Word à ChatGPT. Je dis voilà, tu vois, ce Word, c'est la correction du HTML que tu m'as produit. Est-ce que tu peux implémenter mes correctifs pour les mettre dans le prochain HTML? Sors-moi le nouveau HTML, je le lis. Si je suis d'accord, eh ben, du coup, c'est archivé et du coup, on passe à la suite. OK. Et alors là, j'imagine que ceux qui nous écoutent, ils doivent se poser une question, «OK Pascal, c'est super, tu peux nous donner tes prompts?» Mais j'ai pas de Est-ce prompt que en fait. Non, mais est-ce que tu mets à disposition, est-ce que tu vends, enfin, tout ce que tu as construit, à un moment donné, tu te dis pas des fois: «Ah, j'aimerais bien en faire profiter à d'autres ou peut-être les monétiser», j'en sais rien? Ou est-ce que c'est pas possible parce que c'est vraiment personnalisé que pour Pascal, Alors, ben, en fait, là, c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut oublier l'idée des prompts. Ça, c'était, tu vois, il y a plus besoin. En fait, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est le prompt. Ça, c'est la Ouais, méthode que j'ai utilisée personnellement pour créer le framework. La seule différence entre quelqu'un qui écoute cette vidéo et moi, c'est qu'au préalable, moi, j'avais déjà pas mal de sources. J'avais déjà mes propres modèles d'analyse par le passé. Le risk management, c'est un sujet dont je parle souvent. Pour ceux que ça intéresse beaucoup, il y a une vidéo que j'avais fait ITHCC il y a 1 an. Et donc, vous tapez ITHCC Pascal Talarida, Risk Management. Et j'avais fait du coup l'explication de mon framework à la main. Donc, au moment, je le faisais à la main. Donc, ça, c'était avant l'IA. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder la vidéo il y a à peu près 2 ans. Là, j'étais à Monaco, j'étais au YB Summit. Et ben bingo, j'ai encore parlé de ça, risk management. Et là, je parlais encore une fois de l'IA et tout et tout. Bien évidemment, à tous les élèves de Alira. Et en fait, moi, je partage soit aux élèves, soit là, comme ça. Euh, et si tu veux, c'est ça le prompt, en fait. Donc, j'ai pas une recette. Par contre, c'est vrai qu'aux élèves d'Alira, pour leur faciliter le travail, je leur dis, voilà, soit vous faites ce que j'ai dit, soit pour ceux qui vraiment galèrent, ce que je leur fais, c'est que je demande à mon Claude, quand j'ai terminé un travail, de me créer une liste d'instructions à donner à leur Claude à eux pour reproduire en fait tout mon template, tout mon risque. Donc ça, c'est vraiment ouais, pour ceux qui comprennent pas, qui galèrent avec l'IA. ouais. Et ça,
entre guillemets, c'est pour les élèves d'Alira et pour l'instant, je le fais que pour eux Bah, et puis bien voilà. sûr, bah, c'est normal. Bah, d'ailleurs, on finira par ça et on invite évidemment, ceux qui souhaitent en savoir plus et ceux qui veulent avoir Pascal que pour eux, alors, presque en tout cas, puisqu'effectivement, on rappelle, hein, dans cette formation finance décentralisée, tu es, le formateur, tu es celui qui a créé, qui a fabriqué cette, formation et je crois savoir que d'ailleurs tu prépares une nouvelle version pour la rentrée dans laquelle tu intégreras, encore plus et de façon encore plus spécifique l'intelligence artificielle dans, la, maîtrise et l'usage de la finance décentralisée. Tu veux nous en dire 2 mots avant de nous abandonner? Non, ouais, c'est ça, donc là, je travaille là-dessus. Donc l'idée de la V2, c'est de rendre la formation beaucoup plus modulaire parce que si tu veux, depuis que j'ai commencé à l'IRA, on forme des particuliers, mais aussi maintenant des banques, mais des vraies banques, hein, pas les petites banques et cetera. Donc on a été dans des salles de marché à Paris et tout pour former les traders, les quants et donc si tu veux, il a fallu, réorganiser un peu la formation pour l'adapter, vraiment aux banques et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la formation que j'avais faite avant était pas assez modulaire. Donc là, si tu veux, je recrée une formation vraiment très modulaire pour pouvoir soit pour les particuliers, soit pour les banques, soit pour les trésoriers, les conseillers patrimoniaux, etc. Et puis de toute façon, la DeFi, depuis que j'ai créé cette formation, a beaucoup évolué. Donc si tu veux, Alira me demandait souvent de rajouter des mises à jour, mais c'était du rafistolage, quoi. Je rajoutais un module à droite à gauche et j'étais pas du résultat global, le rafistolage. Donc là, si tu veux, je leur ai dit, écoutez, je vais reprendre tout de zéro, on va faire une grosse V2. Et comme je ne peux plus me passer de l'IA, je vais intégrer l'IA dans la formation, à savoir se faire ses propres outils, son template de risque, etc., etc., etc. OK, bien écoute, merci beaucoup, Pascal, d'être passé, dans l'émission. Je pense qu'on se donne rendez-vous en septembre maintenant parce que je pense que cet été, tu vas être, justement très occupé à Ouais. travailler à cette nouvelle, formation. Mais en tout cas, j'aurai plaisir vraiment à te retrouver, en septembre, bien pour des nouvelles, chroniques, des nouveaux, tutos pour, comprendre toujours plus comment s'émanciper un petit peu, hein, du système financier traditionnel grâce au potentiel de la finance décentralisée, en n'oubliant jamais, parce que c'est absolument fondamental, bien sûr, de mesurer les risques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Encore merci, Pascal, et passe un bel été. Ciao, ciao. Salut. Bien, les amis, cette chronique est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si oui, n'oubliez pas, bien sûr, de partager la vidéo, de la liker, de mettre un commentaire. Et n'hésitez pas aussi à nous soumettre les idées de chroniques que vous aimeriez pour la rentrée. Je les soumettrai à mon ami Pascal et j'imagine évidemment qu'il acceptera de vous en parler. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission. Avant toute chose, évidemment, n'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee, parce que la chaîne YouTube n'est pas monétisée. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez regarder mes émissions de 1 heure, 2 heures, parfois même 3 heures, sans être coupé de façon intempestive par les publicités. Et l'avantage aussi, c'est que ça me permet d'avoir une liberté éditoriale qui est totale. En contrepartie, évidemment, je passe à côté des revenus de YouTube. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir mon travail en likant bien sûr la vidéo, en mettant des commentaires, en la partageant pour avoir toujours plus de vues, mais aussi vous pouvez faire un don à partir de 1 € ponctuel ou régulier, c'est vous qui décidez. Utilisez Tipeee, c'est très facile et ça vous permet, voilà, vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez, mais ça me soutient et ça m'aide évidemment à continuer à vous produire ces émissions.